Salut à tous, bienvenue dans Zone Presse, le nouvel hebdomadaire de The Upset Media. Dans cette émission, on vous propose de faire le tour de l'actualité basket d'ici et d'ailleurs avec différentes chroniques. Pour ce deuxième épisode, des Coupes d'Europe, des joueurs à découvrir, des performances à souligner, du basket féminin qui nous tient à cœur et bien plus encore. Prenez un bon café en pensant à notre parrain Boris Diaw et suivez-nous. Aujourd'hui, pour m'accompagner, c'est le rookie le plus connu de la twittosphère. Bon. Monsieur Lucas, comment ça va? Moi, je suis chaud. Ça va bien et toi, ça va? Alors, Bah, c'est bien gavé de basket, je crois, cette semaine. Donc, non, non, ça c'est une petite habitude, effectivement. Un programme toujours aussi rempli, avec plein de bonnes news, plein de bonnes choses, des débats. On se lance tout de suite. Est-ce que tu as un mot à dire? Non, pas plus. non, non, balance, d'entrée, balance, Très bien, balance. on commence avec Scoot toujours. Dans cette chronique, je vais vous présenter un joueur qui a, on va dire, performé cette semaine, voire même mieux. Ça fait 2 matchs qu'il brille en BCL. Voilà, la BCL qu'on suit cette saison chez The Upset Media. Il s'agit de l'Américain TJ Shorts du Telecom Bone. 1m75, 25 ans, et il joue là où était Monsieur Parker Jackson Cartwright de Lasvel. Il a pris le relais. On va se le dire, cette semaine, il a tapé fort contre Karsiaka de Eric McCollum, que beaucoup de gens aiment dans cette équipe. Et tout simplement, il s'est permis de coller 28 points, 7 rebonds, 8 passes décisives, une interception, un énorme contre en chase down block malgré sa petite taille, 37 d'évaluation et une belle victoire de Bone contre Karsiaka. Mais c'est pas tout, la semaine d'avant, malgré la défaite, il avait déjà mis 26 points, 3 rebonds, 8 passes, 31 d'évaluation, ce qui globalement lui fait une moyenne à 27,5 rebonds, 8 passes et 34 d'éval pour ce lutin qui devrait faire parler de lui toute la saison. Très impressionné par ce gaucher passé par Ventspils Hambourg ou l'Allemagne déjà avec les Merlins l'année dernière. Lucas, je ne sais pas si Et- tu le connais, ce petit meneur. Non, du coup, je le connaissais pas. J'apprécie déjà cette toute fraîche chronique. J'ai pu suivre du coup la recommandation de la semaine dernière. Et du coup, je suis allé regarder rapidement avant le match TJ Shorts, qui du coup a aussi fait des bons matchs en Bundesliga, face par exemple à Bamberg. Il a posé son petit 16 points, 9 passes aussi en 28 minutes, c'est sympa. Je ne connais pas du tout, mais du coup, je vais m'y pencher un peu plus en profondeur. Et premier truc qui m'a frappé un petit peu, quand tu tapes son nom sur Google, ça te met basketteuse. Voilà, ça sera l'info du jour, pour ma part. Mais ouais, ça m'a l'air d'être un petit feu follet bien explosif comme on aime. Donc il y a moyen quand même d'apprécier le style de jeu pratiqué, je pense. Exactement, et il va être donc à absolument suivre cette saison du côté de la BCL. Et alors, si je me trompe, il faudra probablement me corriger, mais il vient d'une université. Alors, je vais vérifier tout de suite. Oui, il vient de la même université qu'un joueur qu'on apprécie beaucoup aussi, c'est Shima Moneke. Il vient de UC Davis Ages, voilà, qui est Mhm. l'université de Shima Moneke. Voilà. Donc, Qui ça sort d'ailleurs a, quelques. qui d'ailleurs a sauvé son spot, enfin qui a euh, mérité son spot au sein des Sacramento Kings, qui du coup était parti pendant l'été pour gagner sa place. Et c'est chose faite. Il s'est fait un peu les faveurs de Mike Brown, donc du coup très content pour lui. On peut en placer une rapidement pour The Chim Dog. Voilà, c'est fait. Évidemment, évidemment. Merci le raccourci avec TJ Shorts qui nous a amené à notre chouchou Shima Moneke, à qui on passe le bonjour et un jour on essaiera de l'avoir ici. On va la voir. Euh, on l'aura, évidemment. On va passer à une deuxième chronique. On va parler un petit peu de basket féminin avec Actuel. Et dans cette chronique, on va parler d'une info qui a fait grand bruit, voilà, sur les réseaux sociaux. C'est cette annonce du côté de la NBA. Il y a un chiffre qui est sorti. C'est Rocky, la mascotte des Denver Nuggets, qui est la mascotte la plus Rémunéré. payée, la plus rémunérée donc des mascottes avec 625 000 $ par an. Euh,
ce qui est une très belle somme pour être une Hitman. mascotte. C'est mon salaire de Exactement. rookie chez Upset Media, donc voilà. Voilà, et encore, c'est sans les bonus. Et au mois, uniquement. Et du coup, le chiffre est sorti avec la comparaison faite autour de Diana Taurasi, la légende du basket féminin, qui, elle, en WNBA, ne touche que 228 000 dollars par an, ce qui est un gap énorme. Euh, Comme ça, là, à chaud, avant qu'on rentre un peu plus dans les explications et dans tout ce qu'on a pu trouver autour de ça, toi, quand tu as vu l'info, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça fait grincer des dents parce que on parle d'une des plus grandes ligues sportives féminines de basketball et on voit qu'on est encore à des années-lumière. C'est un peu méchant peut-être de ma part, mais je trouve que c'est encore un système très archaïque. J'ai eu l'occasion d'en discuter souvent sur Twitter parce qu'il y a beaucoup de fans de basketball féminin, notamment Jeff, s'il nous écoute, qui tenait la page WNBA France. Et j'avais eu l'occasion justement de faire une traduction d'un article de Thorazine déjà en 2019 qui expliquait pendant le All-Star Game que voilà, il y avait vraiment des gros problèmes concernant les salaires des joueuses, globalement parlant, même pas pour ne parler qu'elles. Elle disait, voilà, le salaire minimum des rookies est de 41 000 dollars et le salaire maximum est de 115 000. Donc, on est vraiment sur des chiffres très bas. Et évidemment, ce genre d'information qui sort comme ça, on a tout de suite ce raccourci qui se fait entre bah voilà une personne en costume qui enjaille les foules chaque soir et une personne qui est une athlète, une personnalité publique, qui plus est une légende du basketball féminin. Donc ouais, ça fait mal au cœur. On va pas se plaindre pour elle non plus parce qu'elle gagne bien sa vie, mais en comparaison, ça fait toujours un peu froid dans le dos. On va annoncer quelques chiffres et je vais commencer par du coup le montant d'un contrat Supermax en WNBA qui du coup s'élève quasiment à ce que touche Diana Taurasi, 228 094 dollars. Il n'y a que trois joueuses actuellement qui touchent ce salaire en WNBA. Il y a Brianna Stewart et Jewel Lloyd qui sont à Seattle et donc Taurasi qui est au Mercury. Si on prend une autre légende de la WNBA avec Sue Bird, elle touche actuellement 72 141 dollars la saison, ce qui est énorme en termes de différence. Et si on compare, le salaire minimum de la NBA est de 925 258 dollars, soit 4 fois plus pour un joueur NBA. Et le salaire moyen de WNBA est aux alentours de 102-103 000 dollars contre 8,5 millions en NBA. Cet article et donc ce tweet a fait le tour du monde parce que même le Parisien en a parlé. Et dedans, il y a une déclaration de Angel McCoughtry, qui est elle double championne olympique et double championne du monde, légende aussi de ce sport, et qui a dit: Je peux apprendre à être une mascotte. Voilà, donc sur un ton très ironique, ça. Il y a quand même un gros malaise. On sait que la différence de salaire entre athlètes féminines et athlète masculin a beaucoup fait parler. On a notamment le combat de Megan Rapinoe, la joueuse de football, qui elle a eu gain de cause dans son propre sport. La fédération de foot a réussi à mettre en place des contrats identiques entre hommes et femmes au vu des résultats de l'équipe féminine, parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Et forcément, du coup, il y a des liens qui sont Megan Rapinoe et la femme de Sue Bird. Et Sue Bird avait déjà déclaré: on ne demande pas à être payé comme des joueurs NBA, on pointe juste du doigt l'écart pour souligner le manque d'investissement et de couverture de notre sport. Et dans la petite traduction que tu avais faite, Lucas, que vous pouvez aller retrouver, Diana Taurasi, quand elle s'exprime auprès d'ESPN, avait sorti: Nous avons dû aller dans un pays communiste pour être payés comme des capitalistes. C'est une phrase, moi, qui m'a marqué. Donc, voilà, ça va faire parler. Il y aura forcément des gens qui trouveront des arguments contre, hein. On connaît la phrase un peu cliché: oui, mais les mecs vendent plus, etc., etc. Mais là, effectivement, il fallait le mettre sur la table parce que ça reste quand même très ironique de voir une mascotte mieux payée que des athlètes qui, elles, en font quatre fois plus de par les entraînements, les déplacements, etc., etc. Euh, donc ça fait un peu... ouais, il y a un malaise quand même autour de cette news.
Clairement, ouais, il y a un gros malaise. C'est même pas pour dénigrer le travail d'une mascotte, parce que ça reste quand même très athlétique ce qu'elle fait. La mascotte des Nuggets, pour ceux qui savent pas, elle fait souvent de véritables acrobaties. Moi, j'ai souvenir de l'avoir vu taper des backflips du haut d'une échelle pour mettre un panier. Ça reste quand même de la haute performance. On va pas dénigrer ce travail-là. Moi, je me rappelle de l'acidité qu'elle avait eue. Donc, c'était en 2019, cette interview pour ESPNW. Et donc, du coup, bah, là, la traduction sous les yeux. Elle dit, il suffit de prendre à l'époque Brittany Griner, notre rookie, gagnait moins que le concierge. Donc, déjà, ça picote un petit peu. Et de se dire, voilà, que les athlètes devaient partir 10 ans en Russie pour gagner ce qu'elles méritent. Comme tu l'as dit, je vais pas reprendre la fameuse quote sur la Russie, le communisme et le capitalisme. Et ce qu'elle pointait déjà en avant 3 ans en arrière, c'est que la Ligue avait pas l'air d'être secouée par ce qui se passait. On sait souvent qu'il y a beaucoup de challenges qui atteignent une femme athlète. On pense notamment au fait de devoir partir en Europe, revenir en WNBA. Les calendriers sont plutôt difficiles, on va pas se mentir. De devoir joindre les deux bouts, plus la vie familiale et parfois bah, le fait de tomber enceinte, ça crée énormément de soucis et on voit vraiment que, pour reprendre les mots de Torazi, la Ligue s'en fout. C'est vraiment ce qu'elle avait dit. Et c'est vraiment crève-cœur. Je vais me faire un auto coup de pub. Je pourrais mettre la vidéo dans la description. Il y a quelques temps, j'ai fait une série de vidéos autour du basket féminin avec des joueuses que je connais personnellement et qui s'étaient livrées sur pas mal de points. Je vous invite à regarder la vidéo avec Margot Oku, qui est membre du syndicat national des basketteurs et basketteuses, où on parle de tout ça, des droits des joueuses comparées aux hommes. Il n'y a toujours pas de convention collective, c'est encore en discussion. Ça devrait arriver pour 2024. Il y a la question de la maternité, effectivement, qui est une grosse question autour de ça, parce que les joueuses n'ont pas forcément de droit pour se couvrir autour de ça, et parfois ça leur impose des choix plutôt que de choisir leur vie. Donc c'est encore une question de fond. Donc je mettrai le lien dans la description de cette vidéo, de cette interview. Lucas, je te propose d'enchaîner avec une Allez. nouvelle chronique qui s'appelle, maintenant va falloir en prendre l'habitude, les 3 secondes dans la raclette. Et dans cette chronique, c'est toi qui vas prendre la parole, tu as un livre à nous présenter. Ouais, j'aime beaucoup lire et par chance, j'ai trouvé un bon nombre d'ouvrages de basketball, principalement NBA. J'ai trouvé d'ailleurs, je sais pas si tu l'as lu, une biographie de Jassikevicius. Si tu es intéressé, je pourrais te l'envoyer, te la faire parvenir. Avec plaisir. Mais du coup, aujourd'hui, je vais parler de ce livre. Hop, je sais pas si on va bien pouvoir voir. Un livre de Karim Abdul-Jabbar qui s'appelle Becoming Karim, Growing Up on and Off the Court. Donc, du coup, qu'on pourrait traduire par grandir sur et en dehors les parquets. Euh, j'ai lu le bouquin en un jour parce qu'il se lit très rapidement. Il est édité je crois que c'est fait pour ouais, les jeunes lecteurs. Et qui avait reçu d'ailleurs des prix de littérature. Et il se base principalement sur toute la jeunesse de Karim Abdul-Jabbar, qui est évidemment un monument du basketball et même une véritable figure pour les droits civils afro-américains. Et j'ai vraiment apprécié ce moment. Évidemment, ça se lit très rapidement parce que le niveau d'anglais est assez correct. Il n'y a pas trop de mots difficiles à lire, donc c'est une bonne chose. C'est pour ça que je le conseille. Et ça se base énormément sur son enfance en tant que Lou Alcindor, grandir à New York, son rapport à la religion, donc le christianisme, et ensuite sa conversion à l'islam, où cela avait été très mal vu, justement, parce qu'il avait du coup changé de nom et c'était là qu'il était devenu Karim Abdul-Jabbar. Et ça va à peu près jusqu'à ses années UCLA. Donc, pas grand-chose sur la NBA et on est vraiment très axé sur l'humain. Euh, Ses relations familiales, les visions que ses parents lui ont données, le fait que personne ne lui avait expliqué ce qu'était aux États-Unis le fait d'être noir, tout simplement. C'est-à-dire que ses parents ne lui avaient jamais expliqué le concept et quand il s'est retrouvé à l'âge de 10 ans
avec je crois 1,95 m. Donc déjà un air de grand gaillard confronté à ces choses-là, de voir ses amis d'école grandir et devenir de véritables racistes avec des remarques euh, très archaïques passées. Et tout ce rapport-là, c'est très intéressant. Je trouve ça très important bah, de voir porter ce message-là et au plus jeune âge. Donc, vraiment une très bonne lecture, très sympathique, avec beaucoup d'histoires un petit peu, je pense, inédites, notamment avec son coach à UCLA, qui est une véritable légende. Je crois que c'est John Wooden, si je dis pas de bêtises. Il y a un passage sur Mohamed Ali aussi, donc voilà, pour ceux qui sont intéressés. Karim Abdul-Jabbar, coécrit avec Raymond Obstfeld, et je pense qu'il doit exister en version française. Très intéressant. C'est ce genre de lecture qu'on adore. En tout cas, ici, on aime beaucoup avec un personnage légendaire comme Karim Abdul-Jabbar. Foncez du coup pour le lire et j'avoue que je pourrais me laisser tenter aussi, tellement j'admire Karim Abdul-Jabbar et ses combats. On passe à notre trophée préféré, notre trophée Boris Viau, sponsorisé par le légendaire Boris Diaw. Avec cette semaine, on va parler du basket français, voilà, parce que c'est la chronique sur le basket français. Mais là, on n'a pas choisi deux joueurs, on a choisi nos clubs français en Coupe d'Europe qui nous ont régalé cette semaine avec un joli 6/7, magnifique. Beaucoup de victoires. Bon, la défaite vient de chez moi, elle vient de Limoges, d'un petit point en BCL contre le Benfica. Bon, désolé, mais sinon, c'est un carton plein avec l'ASI qui s'est imposé en BCL, le Paris Basketball qui a été magnifique. En Eurocup, contre le Turc Télécom, une superbe victoire à l'extérieur. Gielbourg a fait pareil en s'imposant de 3 points contre le club roumain de Cluj. Monaco et Lasvel se sont imposés en Euroleague. Et il y a même Cholet qui s'est imposé en FIBA Europe Cup, là aussi contre un club roumain. Euh, Lucas, magnifique ces clubs français là. Super, on adore, hein, on est sur une très bonne lancée. Moi, je t'avoue que j'ai regardé, j'ai suivi du coin de l'œil, j'étais encore au travail, j'ai suivi du coin de l'œil Paris, j'étais surpris de voir une vraie claque comme ça et d'entrée de compétition, c'est fort, c'est très fort, ça peut être prometteur pour la suite, ça peut déclencher quelque chose pour l'effectif. Et j'ai évidemment suivi les deux clubs de Betclic Elite du coup en Euroleague. Monaco qui nous a fait très belle partition, même si Oui. ça s'est terminé en prolongation de manière un peu serrée, mais ce n'est que pour notre plaisir, avec un vrai rival, puisqu'on avait quand même le double champion en titre, Anadolu Efes du coup, avec un Will Clyburn en pleine forme et le match de Lasvel face à Valence qui est tout autre acabit. On a eu absolument, je crois qu'on est passé par toutes les émotions sur ce match-là. On a eu, ouais, exact, exact. On demande la Euh, VAR. on a eu un carton sur deux à l'avantage du club espagnol et du club français. Tachycardie, bon, évitez si vous avez des petits problèmes au cœur. Et une fin de match saupoudrée d'un arbitrage. Calamiteux, on va pas se mentir. Ça a été comme ça tout le long. On a vu le traitement de Youssouf Affal qui se prenait des pains que même au rugby, des joueurs n'en prennent pas et ne pas recevoir le moindre coup de sifflet. Et un finish complètement dingue. Nando De Colo qui prend un tir qui touche d'un poil la planche, donc la possession devrait retourner à l'Asvel et l'horloge relancée, je crois que c'était à 15 secondes de la fin. Les arbitres qui vont voir le replay et on ne voit pas l'angle en question, tout simplement. Donc la balle retourne à Valence et le jeune Jared Harper qui vient d'arriver, je crois, de G-League, qui nous balance une bombinette et qui met ses pieds 8 mètres en avant pour essayer de choper une petite faute. Du coup, sifflet offensive, lancé pour l'Asvel, victoire d'un point. Euh, Faudrait aller checker si les arbitres sont vivants, appeler un proche, savoir tout va bien, parce que franchement, l'ambiance à Valencia, c'est bouillant, très bouillant. Bon, en tout cas, c'est tombé du bon côté cette fois-ci avec une première victoire de l'Asvel en Le Euroleague. compteur, très bien. Monaco est toujours invaincu, donc définitivement une belle semaine pour nos clubs français. Euh, on reste un petit peu sur les Coupes d'Europe avec notre traditionnel 5 majeur de l'Euroleague qu'on a appelé la Toom Squad. Et dans cette Toom Squad, on va retrouver là
un 5 qui a vraiment performé. On Très a même un chaud. petit bonus. Voilà, il fallait qu'on le mette. Donc je vais commencer, on en parlera un petit peu plus après. À la main, on a mis Nick Calates avec 13 points, 9 rebonds, 9 passes, 3 interceptions et 26 dévals. Marcus Howard qui m'a brisé le cœur autant qu'il m'a fasciné sur le match avec Baskonia, une victoire contre le Partizan, 33 points, 8 sur 12 de loin, le panier de la prolongation, le panier pour repasser devant, 27 dévals pour Marcus Howard, Alpha Diallo de Monaco, 15 points, 9 rebonds, 7 passes, 25 dévals et donc cette fameuse victoire contre l'Anadolu. Sacha Vezenkov qui a pris le Zalgiris, l'a tordu avec 23 points, 14 rebonds, record en carrière pour lui. Deux passes, deux interceptions, 37 dévals. Et enfin, on a noté Donatas Moteyunas de Monaco pour ses efforts, notamment en défense. Il a quand même mis 14 points, pris 5 rebonds pour 22 dévals. On a mis le petit bonus, forcément, on ne pouvait pas ne pas le citer avec un perdant, mais un perdant magnifique. Will Clyburn, 28 points, 6 rebonds, 6 passes, 34 dévals contre Monaco. Qu'est-ce que tu en penses de ce 5 majeur? Solide, très solide, et surtout en défense, quand tu vois ce qu'Alpha Diallo a réalisé, parce qu'il s'est coltiné quand même sur une bonne portion de la rencontre, du coup, Willie Clyburn qui était chaud, comme la braise. Donc voilà, un très beau résultat de sa part. J'avais même pas fait attention qu'il était pas si loin que ça du triple double, on va dire. Il lui faut quand même un rebond et trois passes. Mais j'avais pas vu qu'il en était là. J'étais resté à l'esprit sur quelque chose du genre 11 points, 7 rebonds. Donc vraiment bien. Nicolates qui retrouve ses jambes, qui gagne en vitalité aux côtés de Dimitri Sitoudis. Ça fait vraiment plaisir pour cette légende vivante du basket européen. Faut savoir qu'il s'est lancé à 3 points et il a puni le Maccabi Tel Aviv quand il commençait un peu à reprendre espoir. Il y avait aussi, il faut en parler quand même, Marco Guduric qui a fait un match à 50% de réussite, que ce soit au tir ou à 3 points, qui termine avec, je crois, 23 points et 6 rebonds. Vraiment une grosse présence aussi. Fenerbahçe qui, globalement, a défoncé Tel Aviv. Marcus Howard, j'ai pas eu encore l'occasion de me faire le replay, mais on en a discuté tous ensemble. Je connais le petit lutin offensif qu'il est, vu qu'il est passé par la NBA, les Denver Nuggets et la G-League. Il a d'ailleurs terminé MVP de G-League l'année dernière, il me semble. Donc, super travail. Vezenkov aussi, hein, un record en carrière sur les rebonds, costaud, très costaud, parce il y a quand même de la viande, de la barbaque du côté de Kaunas. Et je trouve ça bien qu'on ait mis Moté Younas en avant, qui s'est vraiment donné parce qu'il y a du monde en face à FS et on l'a vu dans un registre qu'on ne le connaît pas forcément. Il s'est donné et il a vraiment donné de son corps. On sait que l'effectif de Monaco est peut-être un peu court sur le secteur intérieur, donc il fallait souligner les efforts. Bravo. Je sais Oui, pas ce que tu en penses, toi, hein. c'est Olivier qui nous parlait et qui a été très étonné notamment des efforts défensifs de Moté Younas. Euh, Comme tu l'as dit, il faudra un grand Lituanien comme ça pour Monaco sur un rythme infernal. Très belle partition de Monaco et Alpha Diallo n'en finit plus de nous étonner. Enfin, est-ce qu'on doit finir par s'étonner des performances de ce garçon qui est tellement discret mais tellement important dans le collectif? J'ai pas encore attrapé le Fenerbahçe, du coup, j'ai pas encore vu la performance de Nick Calates, mais je sais plus qui en avait parlé dans notre discussion en privé. On avait un petit peu lancé le pari sur le premier capable de réaliser un triple-double. Dès la deuxième journée, Nick Calates qui le frôle. Voilà, je pense que ça devrait pas tarder dans le Il va jeu tomber. dit tout lisse. Moi, Marcus Howard, voilà, il a été incroyable. S'il y a bien le terme cojones pour un club espagnol, il l'a bien porté sur ce match contre le Partizan, envoyé en prolongation où il a jamais douté. Voilà, il nous a régalé. Donc ce 5 est absolument magnifique pour cette semaine. Euh, Rien de plus à ajouter que ton analyse. Passons à l'instant pub. Voilà, comme vous le savez, toutes les semaines, on va vous proposer voilà, des recommandations sur tout un tas de choses. Avant de faire une petite pub pour des collègues, euh, on va lancer, nous, donc, un nouveau format. Là, vous avez Zone Presse, qui est notre nouvelle hebdomadaire, mais on va vous proposer chaque mois, grosso modo, chaque mois, une vidéo qui sera
un long format de la part de Olivier et Mathieu, qui eux vont se lancer dans de l'analyse pure et dure du jeu. Pour vous dévoiler le premier thème, normalement ce sera place à la défense, voilà, pour pas en dire beaucoup plus. Mais voilà, du basket analysé, beaucoup d'Euroleague, surtout de l'Euroleague que de l'Euroleague, parce qu'on adore ça. Donc vous aurez un épisode qui devrait arriver très rapidement autour de la défense, et ce sera donc un format à retrouver tous les mois grâce aux garçons qui vont euh, retourner dans leur labo chaque mois, travailler, décortiquer tous les faits et gestes des joueurs qui vont parler plancher, plafond, salle de bain et etc., etc. Donc voilà ce nouveau format qui vous attend pour la nouvelle saison de The Upset On Media. a, on a le nom d'ailleurs, je crois, hein. Normalement, ça a été validé. Je suis allé vérifier en interne, il me semble que c'est validé, mais je ne veux pas faire de rookie mistake. Donc, on Ok, va rien donc on dire. attendra, on vous révélera ça en temps et en heure. Évidemment, vous pouvez vous attendre aussi à des normes visuelles de la part de notre graphiste fou, Damien. On avait donc un autre coup de pub à faire pour un livre qui va sortir le 20 octobre. Je te laisse le présenter. Avec plaisir. Du coup, c'est des amis de Twitter, on va dire. Donc, Adrien et Vincent qui nous sortent le livre NBA All-Star Names, qui est un ouvrage du coup sur les pléthore de surnoms de joueurs de NBA. Du coup, Adrien Pompuy, qui est l'illustrateur de qualité que j'ai l'occasion de côtoyer sur Twitter depuis un bon moment déjà, qui a une vraie plume par Procreate et un vrai talent, qui illustre du coup l'ouvrage qui est écrit par Vincent Reculot, qui est aussi très présent sur Twitter du coup. Ils nous ont sorti cet ouvrage qui est aux éditions Amphora, si je dis pas de bêtises. C'est Et du exact. coup, ils ont pu ce week-end faire leur première séance de dédicace qui était à Pornic, du coup, coin très cher euh, pour ce bon vieux Vincent. Voilà, je vous donne quelques dates de dédicace. Il me semble que vous pouvez déjà vous le procurer en précommande. Donc, ce dimanche, il y avait Pornic. Vendredi prochain, ils seront à Boulogne-le-Valois, Blois. Le samedi, ils seront au Paris Card Show dans le 13e. Le samedi, Team Retro US Paris 9e. Le dimanche 23 octobre, ils seront à la brocante SoFoot Trash Talk dans Paris 12e. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Nantes, on a à nouveau Pornic, les Sables d'Olonne, Nantes, et je pense qu'il y en aura encore beaucoup à venir. Donc voilà, un ouvrage bien écrit avec des copains qu'on apprécie et dessiné avec une très belle qualité. On apprécie évidemment, préface de Thomas Pesquet, messieurs, dames. Magnifique. Un grand fan de basket. Magnifique Thomas Pesquet. Et je suis en train de voir effectivement des illustrations. Elles sont tout simplement magnifiques. Donc on vous recommande ce livre et on n'hésitera pas à se le procurer nous-mêmes. Surtout qu'il y a quand même un bon paquet de joueurs. Il y a eu un vrai travail de recherche. Pour le coup, il y en a beaucoup qu'on connaît, mais il n'y a pas forcément tout le background historique qui vont vous amener dans le livre. Donc vraiment, ça peut être très intéressant, même pour des férus de basket de NBA qui peuvent connaître pourquoi Gary Payton s'appelle The Glove ou quoi que ce soit d'autre. Il y a 305 joueurs, selon Donc, la description, 305 joueurs à découvrir. Ça vous fait passer un très très bon moment. Avant de lancer notre hot take ou à laisser, on va juste faire un point sur le mercato. Il y a eu quelques mouvements, notamment au Maccabi avec leur 74e recrue de l'été, Jalen Adams qui arrive pour renforcer donc les lignes arrière. Je ne sais pas vraiment si s'il y avait grand besoin, mais le Maccabi bon, a je sais pas, une boulimie d'avoir X mille joueurs. Il arrive de l'Hapoel Jérusalem. Je sais qu'il a disputé la BCL l'année dernière. Il tournait à 17,8 points, 4,6 rebonds, 2,9 passes pour 16 dévals. Voilà, un joueur passé par la France, il me semble, du côté de Chalon-Reims. Un Américain de 26 ans, 1,88 m. Qu'est-ce que tu penses de cette signature, Lucas? comment ne pas rigoler? Maccabi avait tellement bien commencé son intersaison avec des recrutements presque, j'ai envie de dire, judicieux quand tu regardes ce qui a été fait maintenant. Et encore un guard. Voilà. Je pense que, je sais pas combien ils en ont, mais bon, Lorenzo Brown, du coup, Wade notre, Baldwin, voilà, John Di Baldwin. Bartolomeo, Darun Hilliard.
Je Austin rajoute Hollins, Adams, Hollins. Yves. J'ai du mal à comprendre. C'est presque se flinguer le pied exprès. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. Il a une très belle production. Il a été, d'ailleurs, je crois qu'il avait été non drafté, passé par les Pelicans très rapidement. Mais Oui. bon, on n'en avait pas vu beaucoup. Et bah, très bien, bonne idée en soi de recruter un joueur, mais pas quand tu as déjà 48 joueurs qui sont des guards dans ton effectif. Donc, C'est oui, surtout que dans l'été, il y a eu des bruits autour de Sylvain Francisco. Ensuite, ils avaient misé sur. Ben, c'est pas eux aussi qui voulaient s'immiscer dans la danse pour Campazzo. Enfin, bref, quoi qu'il arrive, ils voulaient un joueur de plus. On ne sait pas trop où ils vont, on ne sait pas trop ce qu'ils font. C'est bien, ils vont jouer à 72 sur les lignes arrière. Par contre, il n'y a que Josh Nebo en vrai intérieur avec un petit peu d'Alex Poitres. Bon, on verra où ça les mène. Probablement ouais, pas très loin. en même temps, quand tu as 14 joueurs qui tirent à 38% de loin, tu sais que le ballon va rebondir directement dans les mains, vu qu'ils la parpinade, c'est un plat de tout. Oui, Voilà, bon. du mal à être optimiste sur le cas Tel Aviv. Dieu merci, j'étais pas sur la prévue du tiers numéro 2. Je pense que j'aurais fait un petit nuage noir sur la côte. Ah, vraiment. Tu ne peux pas être optimiste quand tu vois ce genre de recrutement. Voilà. Une autre signature qui lui aussi était sur les petits papiers du Maccabi. Bon, pff, de toute façon, qui ne Une fois l'était n'est pas pas. coutume, hein. Voilà. Hmm. C'est Luca Vildoza, l'Argentin, qui s'est engagé pour 2 saisons du côté de Zvezda. Voilà, bon, bah, chacun fait ses choix après tout. Il a essayé la NBA. 7 petits matchs, c'était des playoffs en plus, 3 minutes de moyenne à peine pour le talentueux Argentin de 27 ans. Direction la Serbie, sa dernière année en Euroleague, c'était en 2020-2021, où il tourne à 10,2 points, 2 rebonds, 3,5 passes. On s'est posé la question, est-ce que c'est une question d'opportunité pour Zvezda? Qu'est-ce qu'il peut leur apporter? Bah, on en a discuté bah, justement avec Damien et toi. On parlait du fait que Zvezda a quand même perdu de vraies options en attaque. Il est quand même en pleine force de son âge, j'ai envie de dire. Je suis pas très emballé. Pour moi, je trouve que le saut en NBA avait déjà été, c'était la marge de trop pour lui, je pense. Je comprends l'idée de voilà vouloir tenter la grande ligue, de prendre un peu de caillasse comme certains disent. Je me disais peut-être pourquoi pas. Il était arrivé, je crois, enfin, d'abord il avait été drafté par les Knicks, qui aurait pu être tenté par l'idée d'avoir voilà, ce petit feu follet en sixième homme de lui. Je voyais bien l'idée, puis ça n'a pas du tout pris, pour pas dire qu'il n'a même pas eu sa chance. Donc voilà, de retour, faut voir ce qu'il vaut, parce que il y a peut-être encore un temps d'adaptation. On ne sait pas vraiment quelle a été sa production en NBA. Je suis très mitigé, pour pas dire neutre, pour cette arrivée-là. Honnêtement, on verra ce que ça peut donner. Je sais qu'il y a déjà, on en a discuté, il y a déjà Jalen Adams, qui est déjà une vraie force offensive et qui aura un vrai rôle à jouer en venant de Ligue australienne où il a été élu MVP. À voir, vraiment. Je vais te demander ton avis et puis après on va étudier le cas juridique, du coup. Oui, parce qu'il y a un petit rebondissement dans le dossier. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout son état de forme, parce qu'on sait qu'il était revenu un petit peu cassé. Il avait passé pas mal de temps du côté de Baskonia, comme ça nous fait la transition. Il avait passé du temps du côté de Baskonia pour se soigner. Donc, va falloir voir dans une équipe où bah, pas mal de monde qui aime la balle, hein. Adams, tu l'as dit, il y a des Nedovic aussi. Va falloir trouver. Il y a le franchise player, hein, Ben Bentil, hein, Ah oui, écoute. ben oui, écoute, hein, effectivement, on trouve comme ça des joueurs qui se révèlent. Donc, il faudra trouver son rythme. Mais moi, c'est surtout voilà, cette question de sa forme. On connaît le garçon, on sait qu'il a plein de talent, que s'il trouve rapidement sa place, ça peut faire beaucoup de bien. Le pick and roll peut être intéressant avec tous les intérieurs qu'il va avoir sous la main. Il va être capable de créer pour les autres et pour lui-même en sortie d'écran. Je pense que ça peut être sympa maintenant. Voilà.
Il va falloir analyser les premiers matchs, lui laisser un peu de temps, j'imagine, du côté de Zvezda. Ils ont l'occasion de la faire, celle-ci, pourquoi pas, après tout. Hein. Ouais, et voilà, on va pas les blâmer de tenter le coup. Et il connaît déjà le circuit, il connaît le basketball européen, donc bon, il y a peut-être moins que ça clique d'entrée, ou au moins, je sais pas quel genre de production toi t'attends de sa part pour dire ouais, bon bah c'est correct quoi. Au moins organiser la maison et aller marquer 10-12 points, il en est Avec des largement pourcentages capable. corrects quoi, ou Oui, un. ben, laisser le jeu venir à lui sans trop forcer, être dans la Ouais, création à l'argentin, quoi. ouais. C'est plutôt ça que j'attends. Si finalement il reste, puisqu'il y a donc contestation de la part de Baskonia qui considère donc cette signature comme illégitime. Je cite le communiqué, Baskonia détient les droits du joueur hors NBA comme convenu entre le joueur et le club. En cas de signature pour un club en dehors de la NBA, le joueur ou le club qu'il rejoint doit payer une compensation financière pour Baskonia. Euh, le club donc espagnol a dit qu'il n'avait jamais été informé de cette signature, qu'il n'y avait pas eu de consentement ni même de communication avec eux. Ils ont signalé cette signature et ce problème auprès de l'Euroleague avec donc une demande de suspension pour le cas Luka Vildoza à Zvezda. Est-ce que toi, tu penses que ça peut aboutir à quelque chose? On a déjà eu le cas cet été avec Kevin Pangos et le CSKA. Ils voulaient faire annuler, ils voulaient beaucoup de choses, etc., etc. Finalement, Pangos est à Milan. Est-ce qu'on se dirige vers le même cas pour Luka Vildoza? Je pense pas parce que le cas Pango c'était quand même un cas très particulier étant donné la situation actuelle en Russie. Donc je pense que c'est un peu facilité les choses aussi pour Pangos afin de rejoindre Milan. Euh, je pense qu'on va arriver peut-être à un bras de fer, mais qui devrait se résoudre peut-être un peu plus facilement. Ça va dépendre aussi euh, du jugement final donné par l'Euroleague, à voir ce qu'ils vont dire. Ça nous donne peut-être une directive ou au moins voilà, savoir ce que les deux équipes ont à faire pour trouver un accord. Ce serait marrant qu'ils terminent à Baskonia avec déjà tous les gloutons aussi qui sont là, quoi. C'est vrai. Et bon, moi, je le vois pas revenir à Vitoria de toute façon. Très bien, donc ça c'était le point mercato. On va passer à notre dernière partie, donc le fameux hot take ou à laisser cher à ce bon Damien. On s'est posé une question qui va beaucoup faire parler, j'imagine. Je vais prendre la 12. Ah non, c'est pas ça. Est-ce que Monaco peut finir premier de la saison régulière en Euroleague? Je sais qu'il y a des arguments pour, des arguments contre. Eh bien, je vais te lancer. De quel côté tu te mets? Alors, quand tu l'as balancé, c'était pas la question, vraiment, c'est hot take, bam! Voilà, comme ça. Et t'as dit hot take, Monaco, premier de saison régulière. Oui, ouh, c'est cojonado. Je pense pas, pour le coup. Euh, je demande qu'à la Roca Team de me montrer le contraire. Je pense que ça reste un exercice long qui demande beaucoup de savoir, on va dire, d'expérience, qui puise énormément d'énergie dans l'effectif, qui n'est pas forcément encore complet. On en a discuté, ils sont 12. On va peut-être attendre des nouvelles arrivées, des nouvelles signatures, donc potentiellement euh, des nouveaux joueurs à mettre dans un mécanisme. Ça pourrait peut-être perturber un peu toute l'harmonie qui s'est créée. On sait aussi que Monaco veut performer en Betclic Elite. Ils ont l'effectif pour. Mais voilà, et ils ont aussi ce statut de numéro un sur le championnat français à vouloir tenir et obtenir et bien sûr gagner ce fameux titre. Je pense que sur la longue, il y aura des équipes qui seront mieux préparées, plus expérimentées. On a fait le tiers numéro un avec Damien où on n'a pas tari d'éloges sur Efes, sur le Real, sur Barcelone. Moi, j'ai mis Barcelone premier parce que vraiment, tu vois, l'effectif est tellement profond sans Mirotic que tu peux terminer avec 7 joueurs à 10 points ou plus et ça s'est réveillé en troisième quart-temps. Ce n'est pas un luxe que Monaco a. J'ai envie d'y croire, hein, vraiment, mais
Si on parle sur le plan vraiment raison pure et dure, j'ai du mal à voir ce scénario arriver. Maintenant, essaie de défendre ton cas. Romain, quels seraient les éléments qui pourraient amener à Monaco à terminer premier de l'Euroleague cette saison? Et bien pour moi, ça va être une dynamique. Faut se rappeler qu'ils étaient à quelques secondes d'aller au Final Four. Ils ont fait un recrutement XXL avec des joueurs d'expérience. Ils ont accueilli un double champion d'Europe avec Adrien Moerman, des champions de France avec Eli Okobo notamment, John Brown qui va être le leader défensif. J'ai l'impression que sur ce mercato, ils ont rempli plusieurs cases qui peuvent leur permettre d'aider un joueur qui lui est de calibre MVP Euroleague avec Mike James qui est tout simplement injouable quand il l'a décidé. Euh, pour pour tous ces facteurs et avec cette envie de confirmer leur année 1 un peu surprise de l'année dernière, ils vont avoir une rage de vaincre, une envie de prouver qu'ils méritent leur place et cette ambition d'aller au Final Four. J'ai l'impression que les ingrédients sont là. Ok, il y a l'aspect longueur, c'est un marathon, l'Euroleague, mais pour moi, ils vont vraiment avoir cette envie de jouer, de régaler leur public, d'être sérieux tout au long de la saison. Mike James, lui, que ce soit, alors aucun manque de respect, mais que ce soit Fos-sur-Mer ou l'Anadolu, il va jouer à fond. Euh, et on le voit sur ce début de saison, il est incisif, je le trouve même juste dans ce qu'il fait. Donc s'il n'y a pas d'enflammade et que derrière le reste de l'effectif suit, pour l'instant Jordan Lloyd est un petit peu effacé. Jaron Blossom Game est en train de trouver sa place. John Brand fait ce qu'il a à faire, mais on sait qu'il est capable de vraiment beaucoup plus. Euh, mais déjà, on en a parlé plus tôt dans l'émission, on voit des joueurs step up. Motey Younas en premier. Alpha Diallo ne fait que confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Donc pour tous ces facteurs-là, j'ai la sensation qu'ils en sont capables. Pour aller dans ton sens maintenant, je suis d'accord avec toi. Je trouve que Mike James a un côté plus posé, détendu. En même temps, tu peux, vu l'intersaison qu'ils ont faite. Euh, il n'empêche qu'il y a eu un petit moment où c'était chaud avec Kleinburn et tu t'es dit, on retombe très vite dans un travers où, allez, il va prendre les 8 prochains tirs et tu sais pas où ça peut t'amener. Euh, J'en ai discuté avec vous justement en off. Je pense que Blossom Game va être une clé importante dans la réussite de Monaco. Il a un très bon niveau de jeu. Je pense qu'il a déjà compris ce qui lui est demandé. D'autant plus que sur cette rotation 3-4, il peut offrir tellement de choses en complément d'Alpha Diallo et en complément de John Brown, du coup, à côté. Ça peut vraiment être très beau. Il y a aussi Adrien Moerman qui fait du très bon travail. Euh, on en a parlé dans la preview. Je pense qu'il est nécessaire de recruter un poste 5 pour soulager peut-être un peu la charge qui va être demandée à Motivinas pour l'instant, puisqu'on voit pas beaucoup de Yohan Makoundou en Euroleague pour l'instant. Croise les doigts un petit peu, parce que je pense qu'il pourrait nous apporter beaucoup de choses. Il y a déjà Donta Hall dans le même registre, mais qui sait. Euh, Pourquoi pas, ouais. Jordan Lloyd, je m'attendais à ça pour l'instant. Je pense que d'ailleurs, ça va être ça sur le long de la saison. Un meneur un peu irrégulier, mais d'un côté toujours présent, peut-être pas forcément en train de remplir les attentes qu'on aurait pu imaginer. C'est-à-dire que Jordan Lloyd, si je le vois fin d'année à quelque chose du genre 11 points et 6 passes, ça me conviendra très bien. Je pense même s'il est en 9-7, ça me va très bien aussi, parce que je pense que c'est ce qu'on va lui demander, d'au moins bien gérer le jeu, de voilà, caviarder au mieux possible. Et ouais, pourquoi pas. Honnêtement, on parle d'équipe top tableau, donc ça se jouait dans un mouchoir de poche quand on a fait la preview. Euh, je reste quand même sur mon point qu'il y a des équipes qui sont là depuis des années et avec des effectifs déjà bien bien préparés. J'aime beaucoup ce que je vois pour l'instant de Monaco, qui a une puissance de feu qui s'annonce déjà dévastatrice, hein. Et pour parler de Jordan Lloyd, je te rejoins. S'il fait ces stats-là, ça me conviendrait aussi, en sachant que dans l'année, il est capable de faire 2-3 cartons par-ci par-là. On connaît le garçon et on connaît son talent. C'est pour ça, il y a des joueurs qui sont capables, un soir comme ça, d'exploser, de prendre le relais de Mike James. Et en fait, j'ai cette sensation que ben,
Mike James va faire sur tous les matchs qu'il va y avoir, allez, 75% du boulot. Et tous ces joueurs de talent à côté sont capables de prendre le relais. Et donc, sans dire qu'ils vont surperformer, mais au moins être toujours ici dans les top 3 top 2. Et je pense que ça peut aller dans le sens de gagner la saison régulière. Effectivement, il y a des gros effectifs qui, comme le Barça ou le Real ont tendance à faire, ils vont quand même bien gérer leur affaire, ils vont monter en puissance. L'Anadolu, au mois de décembre, ils vont être huitième, on va dire, oh, Ataman. Puis à la fin, ils vont faire 12 victoires de suite et ils vont finir dans le top 3 jusqu'au titre. Donc voilà, mais j'ai ce sentiment que Monaco pourrait créer une surprise pour le coup, parce que on a vu beaucoup de réactions sur Twitter après la victoire contre l'Anadolu en disant c'est une surprise. Non, c'est pas une surprise de gagner l'Anadolu parce que c'est calibré pour l'être. Être premier de la saison régulière, ce serait une surprise par contre. Ouais. Donc je me laisse tenter par le Je, challenge. je te donne les prochains rendez-vous en Euroleague, si tu veux. Allons-y. Du coup, la semaine à venir, on a une double journée, comme on les aime, là, on va se gaver. Du coup, on a le Maccabi, donc ça devrait bien se passer, je pense. Ensuite, ils ont le Pana, et on continue après, la semaine d'après, petit détour encore par la Grèce avec l'Olympiakos. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Et après, on arrive en novembre, ça sera Zvezda. Donc voilà, potentiellement 3 victoires, voire 4. C'est fort possible. Alors, si je ne me trompe pas, normalement, la troisième et quatrième journée, c'est la semaine qui arrive là. Il me Oui, c'est semble ce que que je te ça se dis. suit. Oui, d'accord, ok. 18 et J'avais peur 21. d'avoir mal. Non, non, double journée dans la semaine. À Tel Aviv, qu'est-ce que je dis encore? À Athènes, au Pirée et Zvezda à Monaco. Donc voilà, une petite balade autour de l'Europe. Attention à pas être fatigué ou à pas choper un petit rhume par-ci par-là. Ah, dans les couloirs d'aéroport, ça peut Non, faire mais mal. globalement, on en discutait. Monaco top Euroleague, donc ça peut jouer dans un mouchoir de poche. Sur un malentendu, ça peut marcher, finir premier. L'essentiel, c'est d'avoir l'avantage du terrain, je pense, quoi qu'il arrive. Clairement. Clairement. Voilà pour le point actualité de cette semaine. On a parlé de pas mal de choses. Je te remercie, Lucas, de m'avoir accompagné pour cette émission qui est Plaisir à partager. ta première apparition dans Zone Presse. Voilà, tu nous as régalé encore une fois. J'espère que tout ce qu'on a dit vous a plu. N'hésitez pas surtout à nous faire des retours. On a eu quelques retours, mais c'est encore très timide. On répondra quoi qu'il arrive, on prendra en compte vos avis, donc on construit cette émission ensemble. Toujours pareil, réagissez, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous avez tous nos comptes dans la description, vous nous suivez sur le compte The Upset Media. Vous êtes de plus en plus à vous abonner aussi sur la chaîne YouTube, ça fait plaisir. Voilà, on continue notre belle aventure tous ensemble. Lucas, un dernier mot? Que du bonheur, vraiment. Là, on va avoir une double journée d'Euroleague. Moi, je vous prépare un petit article sur les premières observations qu'on peut se faire. Et évidemment, je te parle un peu d'E210. Et, spoiler, il y a peut-être une référence de musique française de qualité par rapport à Monaco. Ah, je ne mâche pas mes mots. Bon, très bien. Vous voyez, du contenu arrive, encore plein de belles choses, donc restez avec nous. Allez, à très vite. Ciao, ciao.